Que se passe-t-il du côté de l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qui est en train de devenir ce club de l'OL qui a pourtant brillé au début des années 2000 et qui aujourd'hui se retrouve en grande difficulté? Le match d'hier face au FC Nantes le reflète d'ailleurs parfaitement bien. Et même si cette saison présageait beaucoup d'espoir, notamment grâce au retour d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avec cet ADN lyonnais, elle est finalement en train de se transformer en cauchemar et croyez-moi, le mal est très profond. Tellement profond que je vais sans doute oublier 2-3 détails, mais en tout cas, je vais faire au mieux pour vous énumérer tout ce qu'il me passe par la tête. On va parler du début de saison, on va parler de la stratégie de recrutement, on va parler de Laurent Blanc, on va parler de la direction qui est aux abois. Bref, pourquoi et comment mon club de l'Olympique Lyonnais est-il en train de s'éteindre à petit feu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bon alors je vous avoue, ça sera pas la vidéo la plus joyeuse de la semaine, hein, très loin de là étant donné que mon Noël est dans une situation très complexe. Et il faut l'admettre, je me suis totalement planté, car avant la reprise du championnat, j'ai fait une vidéo pronostic de mon classement Ligue 1 pour la saison 2022-2023, et j'avais pronostiqué l'OL 3ème. Bon, j'avais donné mes raisons, donc je vais pas revenir dessus, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je me suis totalement planté, qu'à l'heure actuelle, l'OL est très loin de la 3ème place, et que l'OL ne finira pas à cette fameuse 3ème place. Pourtant, le championnat avait bien commencé avec une série de 5 matchs en défaite, 4 victoires et un match nul, mais c'est à partir du 6ème match, donc le match face à Lorient, que tout a basculé. Car depuis ce match, il s'est écroulé 13 matchs et depuis 13 matchs, l'OL n'a pris que 12 points, ce qui est extrêmement faible. Peter Bosz a d'ailleurs été limogé en cours de saison et plus précisément après le match nul, un but partout face à Toulouse, et a été remplacé par Laurent Blanc qui a fait son grand retour en Ligue 1. Sauf que voilà, Laurent Blanc n'arrive pas à trouver la clé, on se retrouve toujours face à un plan de jeu soporifique, très prévisible, sans réelles étincelles, et on a l'impression que Laurent Blanc est totalement perdu, ou du moins qu'il n'y arrive pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, car quand on regarde, Laurent Blanc est le coach à avoir pris le moins de points, à savoir 11, après ses 8 premiers matchs sur le banc de l'OL depuis 25 ans, juste derrière Silvinho qui lui en avait pris 9. Donc oui, pour le moment, et j'insiste bien sur le pour le moment, l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL est un énorme échec, l'OL ne montre pas grand chose, l'OL n'a aucune identité de jeu, et lors du match d'hier, c'était criant. Je rappelle qu'on jouait contre un FC Nantes 14ème du championnat, un FC Nantes qui peine à prendre des points, et pourtant c'est Nantes qui s'en est le mieux sorti, et la physionomie du match, elle est révélatrice, car on a vu une équipe de Nantes qui a pris beaucoup de risques, qui a tenté plus de fois, et qui, je suis désolé, méritait la victoire. À part la barre de Thiago Mendes, l'OL ne s'est pas montré dangereux, et Laurent Blanc n'arrive pas à trouver la solution, et ce qui est bizarre, c'est que c'est pas le premier, et que ça fait des années que c'est comme ça. Alors évidemment, j'en reparlerai tout à l'heure, mais pour moi, je l'ai toujours dit, c'est pas un problème de coach. Le problème, il est bien plus profond. Après, bon, Laurent Blanc, il a quand même ses torts. Déjà, je rappelle qu'il aurait pu devenir entraîneur de l'OL il y a quelques années, et plus précisément fin 2019, mais apparemment, il avait très mal préparé le dossier, du coup, c'est Rudy Garcia qui avait pris le poste à sa place, mais même sans parler de ça, aujourd'hui, Laurent Blanc, c'est une incertitude, et j'insiste bien sur le incertitude en majuscule, car Laurent Blanc, ça faisait depuis 2016 qu'il n'avait pas eu de banc. Alors effectivement, il a fait un passage au Qatar, mais bon, je vais pas y prêter attention parce que c'est selon moi incomparable, comparé à un championnat européen. Donc la dernière fois qu'on a vu Laurent Blanc sur un banc qui comptait vraiment, c'était il y a 7 ans. C'est pour ça, quand je voyais certains journalistes dire « Oh là là, le retour de Laurent Blanc, c'est génial, en plus il connaît très bien la Ligue 1 ». Mais Laurent Blanc, il connaît la Ligue 1 d'il y a 7 ans. Et même lui, il l'a dit, après ses 2-3 premiers matchs, effectivement, il a dit « Je m'attendais pas à ce que la Ligue 1 se soit autant renforcée physiquement. Aujourd'hui, c'est un championnat très physique. » Donc évidemment, il est tombé un petit peu dénu. Alors après, je doute pas qu'il ait continué à suivre la Ligue 1, mais 7 ans sans exercer dans le monde du football, c'est énorme. Laurent Blanc, il a débarqué dans une Ligue 1 qu'il connaissait historiquement, mais dont il connaît peu l'état actuel. Donc il y a énormément d'incertitudes. Et puis Laurent Blanc, il a fait ses preuves avec des équipes comme Bordeaux ou encore le Paris Saint-Germain, qui étaient des équipes compétitives. Aujourd'hui, l'OL n'est plus une équipe compétitive. C'est un club qu'on peut qualifier en crise, on peut le dire très clairement, et qui a besoin de points très rapidement. Et Laurent Blanc, il insistait vraiment là-dessus. Il nous a fait comprendre qu'avant la Coupe du Monde, le plus important, c'était de prendre des points.
pendant la Coupe du Monde, c'était de remettre les joueurs sur pied physiquement et surtout développer une identité de jeu, parce que Laurent Blanc, il avait la chance d'avoir son groupe quasi au complet, étant donné que l'OL n'a plus d'internationaux. Mis à part Toko Ekambi et Tagliafico, il avait tout le monde, donc il avait de la matière pour travailler, et finalement, on se retrouve sans rien. Alors physiquement, il y a du mieux, ça c'est indéniable, mais en termes de jeu, il n'y a rien, c'est soporifique. Hier, j'étais au stade, et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis ennuyé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'a fait l'OL et surtout qu'est-ce qu'a préparé Laurent Blanc lors de cette Coupe du Monde? Car que ça soit avant ou après, à part physiquement, il n'y a aucune différence notable. En plus de cela, tu peux te poser des questions vis-à-vis de ses choix. Je pense notamment à Ryan Cherki, qui a fait un gros match contre Brest ou encore contre Clermont, et qui commençait à monter en puissance en tant que numéro 10 en apportant ce petit brin de folie qui manque cruellement à l'OL. Barcola, c'est pareil, petit jeune qui fait un super match face à Metz en Coupe de France, et tu remets Karl Toko Ekambi qui, certes, a plus d'expérience, mais qui n'apporte pas plus qu'un petit jeune comme Barcola. Enfin, c'est quoi ce favoritisme envers les joueurs qui ont plus de statut? Honnêtement, moi je comprends pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait énormément d'interrogations autour de Laurent Blanc et que ces fameuses interrogations sont en train de se confirmer. Alors évidemment, il faut encore lui laisser du temps à Laurent Blanc, ça y a pas de souci. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression de voir un coach qui prend la ligne directive de ses prédécesseurs. Le seul dans tout ça qui s'en est sorti, c'est Rudy Garcia, et c'est pour ça que moi, vous me verrez jamais lui cracher dessus, car dernièrement, c'est le seul qui a réussi à faire quelque chose de cohérent. Demi-finale de Ligue des Champions, finale de la Coupe de la Ligue, champion d'automne lors de la saison 2020-2021, alors malheureusement, il finit 4ème à seulement 2 points de la 3ème place, où tout s'est joué lors du dernier match, mais où il fait 76 points, ce qui est énorme. À titre de comparaison, s'il fait 76 points la saison dernière, on est 2ème. Donc malgré tout ce marasme, il a réussi à s'en sortir. Alors je vais pas rentrer dans les détails par rapport à tout ce qui s'est passé avec Juninho, non là je parle purement d'aspect sportif, et pour moi le passage de Rudy Garcia à l'OL, c'est une réussite. Et c'est pour ça que moi vous me verrez jamais lui cracher dessus, contrairement à 95% des supporters de l'OL aujourd'hui. Après, comme je le disais dans la partie contexte, pour moi, le problème numéro 1 n'est pas le coach, mais ce qu'il faut pointer du doigt, c'est la direction, à savoir Vincent Ponceau, Bruno Chéroux et Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas, je l'adore, c'est un grand monsieur, il a tout fait pour l'OL. Sans lui, l'OL n'aurait peut-être jamais connu d'aussi belles années, mais d'un autre côté, sans lui, l'OL n'aurait peut-être jamais connu d'aussi mauvaises années qu'à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, l'OL est dans une situation très délicate parce que Jean-Michel Aulas n'a pas réussi à s'entourer correctement avec un Vincent Ponceau et un Bruno Chéroux qui sont totalement à côté de la plaque. Alors Vincent Ponceau, je vais pas l'accabler directement parce que ça a toujours été quelqu'un de plus à l'aise et surtout plus doué côté finance, mais qui a été placé sur le sportif par défaut par Jean-Michel Aulas, alors qu'il y a quelques années il disait clairement « Ah non, moi je m'occupe pas du sportif, c'est pas mon domaine, j'y connais pas grand chose », mais Jean-Michel Aulas en a décidé autrement. Par contre Bruno Chéroux, lui, c'est une autre histoire. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a aucune stratégie de recrutement, qui reste dans sa zone de confort avec ses 5 scouts là qui ne servent à rien, alors que même des clubs comme Auxerre ou encore Clermont en ont 3 fois plus que nous, donc c'est impossible de dénicher les petites pépites qui traînent sur le marché des transferts. Et en plus, c'est quelqu'un de hautain, mais de hautain. Je veux dire, le gars, il te ramène Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui sont 2 anciens du club, et il se permet de faire sa déclaration en conférence de presse, et c'est pas anodin. Alors que le mercato venait tout juste de commencer, et qu'en plus, c'est pas grâce à ton bon travail que t'arrives à les ramener, c'est grâce à ton historique, c'est grâce à ce qui a été réalisé correctement dans le passé, mais aucunement grâce à ce qui a été réalisé dans le présent. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais l'OL est un club qui vit dans le passé à tous les étages. Laurent Blanc, il était bon il y a 7 ans, t'as 5 scouts, je veux dire ok, en 2006... 5 scouts c'est cool, mais aujourd'hui le football il évolue, donc t'es obligé de faire évoluer ta cellule de recrutement. Mais non, à l'OL on reste à 5, enfin bref, c'est n'importe quoi. Tu prends des gars comme Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette qui, ok, étaient bons il y a quelques années. Alors je dis pas qu'ils ne sont plus bons actuellement, hein, très loin de là. Alexandre Lacazette, très bon du côté d'Arsenal, même si dernièrement c'était assez compliqué. Là, il fait ses perfs du côté de l'OL. Bon, Tolisso, malheureusement, c'est un très grand joueur, mais il se blesse énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un Noël entre le départ
d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso et le retour d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Et j'ai l'impression que l'OL est bloqué dans le passé. Quand on regarde le recrutement, ils prennent Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, là on nous parle de Lovren, enfin, c'est quoi la prochaine étape? Oui, Lovren est revenu, ok, il fait un bon match contre Nantes, pourquoi pas, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu as fait revenir qui? Fetimbi Gomis, Michel Bastos, Réveiller, Lisandro Lopez. Enfin, un moment. Non mais sérieusement, l'OL est un club qui vit dans le passé à tous les étages. Il n'y a aucune stratégie de recrutement. Et je prends l'exemple de l'OM. Regardez Igor Tudor, il voulait Ruslan Malinovski, la direction de l'OM est allée le chercher et j'ai plein d'exemples comme ça. Ce que fait l'OM, c'est très très beau et malheureusement, l'OL n'est pas au niveau de l'OM en termes de recrutement. Peter Bosz, la saison dernière, le gars, il voulait 2 joueurs, André Onana et Sardar Azmoun. Le club a pas été foutu de lui ramener. Et il s'est retrouvé avec Shaqiri, Boateng, Emerson, parce que c'était des joueurs qui étaient soit libres ou en prêt. Et après, ça a osé taper sur Bosz alors que la direction n'a rien fait pour l'aider. Bref, ça aussi, c'est un truc qui m'exaspère. Il y a également la succession de mauvais choix en termes de recrutement, c'est-à-dire que t'achètes des joueurs à forte valeur marchande à l'échelle de l'OL, ils arrivent, ils font 2-3 bons matchs, et après, c'est terminé. Thiago Mendes du côté de Lille, très bon joueur, on l'achète 22 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut plus que 7. On continue. Karl Toko Ekambi, on l'achète presque 12 millions d'euros du côté de Villarreal. Aujourd'hui, qui va mettre plus de 12 millions pour Karl Toko Ekambi? Personne, vu les prestations qu'il fait. On continue. Jeff Adelaide, on l'achète 25 millions d'euros. Il a enchaîné les blessures, c'est pas sa faute, mais néanmoins, c'est une énorme perte d'argent. Car aujourd'hui, il en vaut plus que 9. On continue. Romain Fèvre, on l'achète 18 millions d'euros. J'ai l'impression que le gars n'a jamais joué. Donc qui va vouloir poser plus de 18 millions? Absolument personne. Bref, on va s'arrêter là et je pourrais continuer. Je pourrais prendre l'exemple de Tété qui a fait 3-4 bons matchs lors de son arrivée, mais qui aujourd'hui passe totalement à côté de sa saison. Et je me dis, mais comment une institution qui paraissait aussi forte et pleine de valeur a pu autant se planter et faire un enchaînement de mauvais choix comme ça? Et aujourd'hui, le problème, c'est que tu te retrouves en difficulté. Donc t'es obligé de vendre tes meilleurs joueurs comme Guimarães ou encore Paqueta à des sommes astronomiques du côté de la première ligue sans les remplacer. Donc évidemment, t'es moins performant, c'est logique, c'est mathématique. Et aujourd'hui, tu te retrouves 8ème parce que l'effectif n'est pas assez riche pour prétendre à des places européennes. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais aujourd'hui, on a Textor, il va mettre du cash, du coup, on va pouvoir reconstruire, on a une enveloppe de 40 millions d'euros pour le mercato. Mais c'est des conneries ça, les gars. C'est des conneries. Je veux dire, le mercato a débuté il y a quasiment 15 jours déjà. On n'a recruté qu'une seule personne, c'est qui? C'est Lovren, 2 millions d'euros. Si vous pensez sérieusement qu'on allait dépenser 40 millions d'euros sur le marché des transferts, mais les gars, vous vivez sur une autre planète. Vraiment, pour moi, ce rachat de John Textor, j'y crois pas du tout et j'ai un très mauvais pressentiment. Je veux dire, le gars, il a fait des emprunts à droite et à gauche, il doit tout rembourser, il y a eu 150 reports, alors qu'un rachat, t'as de l'argent, tu rachètes, point. Et si l'OL a accepté tous ces reports, c'est parce que l'OL avait obligatoirement besoin de ce cash. Mais si l'OL n'était pas dans cette situation financière, ça aurait fait bien longtemps que Textor, il aurait pris la porte. Et que le club, eh bien, serait passé à autre chose. Donc personnellement, John Textor, j'y crois pas du tout. Et puis même, il est où Textor? Je veux dire, ça fait des semaines qu'il a racheté l'OL et il n'y a aucune communication. La seule communication qu'il y a eu, c'est la vieille vidéo là qu'on retrouve sur son Twitter où il y a marqué Welcome to Family OL, Brother Club avec Molenbeek, Crystal Palace, Botafogo. Enfin, bref, c'est ridicule. Puis même quand tu regardes sa description Twitter, il y a écrit Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace. L'OL par contre, rien du tout. Je veux dire, le gars, il est actionnaire majoritaire à quoi, plus de 87%? Si je dis pas de bêtises, il détient 87% des parts de l'OL. Et il n'y a même pas OL dans sa description Twitter. Pour moi, ce rachat de John Textor, moi personnellement, j'y crois pas et j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Je pense pas qu'avoir vendu à John Textor, ça a été une très belle solution. Je veux dire, là, le club, il est en train de brûler. Le club qui vient de racheter il y a quelques semaines est en train de brûler. C'est le bordel partout. Il n'y a pas de communication. Il n'y a aucune action de réaliser. Je sais pas, un gros coup de balai, un gros coup de ménage, là, vire tout ça. Là, je veux dire, Textor, il est en train de perdre énormément d'argent. Il doit rembourser, Textor. Eh oui, il doit le rembourser, son prêt. On va même pas se qualifier en Coupe d'Europe. Le stade, on le remplit même plus. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Sur la pelouse, t'as envie de faire la sieste. Donc, comment vous voulez que Textor,
il rembourse son prêt. C'est pas possible. C'est pas possible. Financièrement, c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Financièrement, c'est un bordel. Financièrement, c'est un bordel monstrueux. Enfin bref, ça montre que la direction de l'OL est aux abois. Et il y a un ras-le-bol qui commence à se créer chez les supporters et c'est compréhensible parce que on se demande qu'est-ce qu'on va devenir, on se demande vraiment quelle direction on est en train de prendre actuellement. Et Jean-Michel Aulas, il est en train de détruire tout ce qu'il a accompli. Et c'est vraiment dommage parce que on est vraiment en train de devenir un club lambda de Ligue 1. Objectivement, si on finit dans le top 7, ce sera déjà une bonne saison, vu la piteuse mentalité et la qualité de jeu proposée. Si je prends une équipe comme Lens, par exemple, je vois une équipe soudée, qui a un plan de jeu clair, et où chaque joueur est prêt à aller au combat avec leurs coéquipiers, alors qu'à Lyon, il n'y a pas ce sentiment que chaque joueur est prêt à mourir pour les autres. Le collectif lyonnais est uniquement basé sur des individualités depuis des années, sauf qu'avant, on avait des joueurs qui arrivaient à cacher la forêt. Je prends par exemple Memphis Depay, Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on les a plus. Et tout à l'heure, je parlais des joueurs qui étaient au top de leur forme avant d'arriver à l'OL, mais qui, une fois arrivés à l'OL, étaient en grande difficulté. Mais c'est pas parce qu'ils sont devenus nuls du jour au lendemain. Non, très loin de là. C'est avant tout un problème mental, un problème d'état d'esprit, et qui touche le club depuis des années. À l'heure actuelle, il y a un réel constat d'échec qui se manifeste match après match après match après match. Et après cette Coupe du Monde, l'OL avait l'opportunité de rattraper son retard en remportant des matchs face à des plus petites équipes comme Brest, Clermont ou encore Nantes, sauf que depuis la reprise, l'OL n'en profite pas et a déjà perdu 5 points. Et je rappelle encore une fois que sur les 13 derniers matchs, l'OL n'a pris que 12 points. On rigole, mais aujourd'hui l'OL est plus proche de la relégation que de l'Europe. Alors je ne dis pas que l'OL va descendre en Ligue 2, très loin de là, mais plus le temps passe, plus il faut regarder en arrière plutôt que devant. C'est triste, mais c'est réel. L'OL est un club qui vit dans le passé et qui se repose uniquement sur ses acquis du passé. C'est pour ça que selon moi, bon déjà, il va falloir faire avec John Textor. Mais pour moi, il faut changer les 3 têtes qui sont en haut, à savoir Jean-Michel Aulas, c'est malheureux, mais toute bonne chose a une fin, Bruno Chéroux et Vincent Ponceau. Et surtout, il faut également que tu changes, tu vires toutes les personnes qui se sont installées dans une zone de confort depuis des années. Vous allez me dire, c'est un énorme risque. Oui, c'est un risque, mais aujourd'hui, de toute façon, ça peut pas être pire. Je veux dire, on est 7ème de Ligue 1, 8ème même, excusez-moi, 8ème de Ligue 1, on joue plus de Coupe d'Europe, il n'y a pas assez de cash qui rentre pour John Textor. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre pour enfin repartir de l'avant et remettre l'OL sur le droit chemin, car ce club, il a tout pour réussir. Il a une histoire, un stade magnifique qui lui appartient, de superbes infrastructures, des supporters qui sont toujours là malgré les temps difficiles. Donc pour moi, il faut tourner la page et faire un énorme coup de ménage au sein de cet Olympique Lyonnais qui prend la mauvaise direction depuis des années et qui ne cessera de prendre la mauvaise direction si rien ne change très rapidement. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'Olympique Lyonnais, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était pas vraiment une partie de plaisir, hein, pour vous dire la vérité, mais bon, il faut le faire. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.